Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et en ce jeudi férié, nous avons un invité dans la matinale, Tarande Marek, secrétaire fédéral des jeunesses communistes du Finistère, conseiller municipal délégué à la langue bretonne à Brest. Et il a fait le chemin pour être avec nous ce matin. Merci infiniment d'avoir rejoint le micro de la matinale et bonjour. Merci pour l'invitation et bonjour. On va parler de politique, on va parler d'Europe aussi évidemment avec cette campagne électorale qui bat son plein. On est à pile un mois du scrutin aujourd'hui, donc pile un mois du scrutin, encore beaucoup de choses peuvent arriver. J'avais envie de commencer par l'actualité, mais je voulais vous poser quand même la question des sondages. On voit aujourd'hui le Rassemblement national très haut dans les sondages, les derniers sondages font état de presque 33%. J'imagine que c'est quelque chose qui vous interroge au Parti communiste, qui vous interroge aussi, vous, jeunes communistes. Oui, clairement, c'est vraiment particulièrement inquiétant cette montée de l'extrême droite. Après, c'est pas surprenant, il y a une colère dans la population, il y a une pauvreté qui augmente, qui explose, et ces gens sont abandonnés par la Macronie qui porte toujours une politique plus libérale, qui a prévu même de faire des économies encore, alors que nos services publics sont à moitié en ruine. Et cette politique ultralibérale qui pousse les gens dans la misère, qui abandonne les gens, il y a un vote de colère qui ressort et les gens vont vers l'extrême droite, mais alors que l'extrême droite, c'est clairement pas la solution. Hein. Par exemple, à l'Assemblée nationale, à chaque coup que la gauche propose des augmentations de salaire, l'extrême droite vote contre. C'est clairement l'extrême droite est aussi le camp libéral, c'est aussi le camp du capitalisme, des grandes fortunes. Et c'est clairement pas eux qui vont faire des augmentations de salaire, qui vont donner du pouvoir d'achat aux Français. Et malheureusement, ils utilisent la haine de l'autre pour faire en sorte de trouver un bouc émissaire, alors que fondamentalement, c'est pas celui qui est plus pauvre que soi qui est le problème. C'est plutôt, par exemple, le patron de L'Oréal qui gagne 124 fois le salaire de ses employés. Clairement, c'est plus là qu'est le problème, c'est là où est l'argent et c'est là où on peut trouver du pouvoir d'achat et pas dans les populations les plus précaires qui vivent la misère, qui fuient la guerre, quoi. Alors finalement, les électeurs qui se tournent vers le Rassemblement national, il ne s'agit pas de les juger évidemment au micro de Bretagne 5 ce matin, mais d'essayer de comprendre. Ils se tournent vers le Rassemblement national parce que peut-être aussi la gauche a une part de responsabilité. Elle n'a pas répondu aux attentes quand elle était au pouvoir. Alors je prends le terme générique de la gauche. Est-ce que finalement il y a une erreur des forces de gauche à une époque ? Ah oui, mais je pense qu'il y a une gauche qui a déçu, ça c'est clair. Hein, on voit le gouvernement Hollande dans ce qu'ils ont fait, dans la politique libérale qu'ils ont continué. Oui, évidemment, il y a une gauche qui, quand elle a été au pouvoir, a mené la même politique que la droite. Et nous, communistes, on a été opposés à eux quand ça s'est produit. Mais je pense que malheureusement, on parle de la gauche qui a déçu, mais c'est qu'une part infime du problème. Je pense qu'il y a aussi le fait que les médias soient possédés par de grandes fortunes, par exemple, et qui font passer les discours d'extrême droite en continu et qui font en sorte que ça se répète sur les sujets d'immigration, d'insécurité, alors que quand on demande aux Français ce qu'ils veulent, ils veulent du pouvoir d'achat, ils veulent pouvoir se nourrir, ils veulent pouvoir se chauffer. Et bien souvent, la réalité, c'est pas l'obsession sécuritaire ou sur l'immigration. Il y a une demande de pouvoir d'achat qui est dans la population et qui est vraiment la première demande des Français. Alors, il y a une grande précarité. Elle a été illustrée il y a quelques jours, alors pour le coup dans les médias, cette grande précarité chez nos confrères de TF1 et d'LCI, où on a vu Colombe, c'est son prénom, qui s'est exprimé suite à un meeting de Marine Le Pen. Ça se passe près de Perpignan. Colombe, qui était également bénévole au Restaurant du Cœur, au Resto du Cœur, qui a été un petit peu éloignée puis réintégrée, et c'est tant mieux pour elle. Colombe qui a fait part de sa détresse, de sa difficulté de vivre, d'arriver à boucler les fins de mois avec les huissiers qui frappent à la porte. Ça, c'est une réalité sociale aujourd'hui. Qu'est-ce que vous diriez à Colombe si elle était là, Colombe qui a choisi plutôt le Rassemblement national ?
Non, mais moi j'ai vu l'extrait vidéo quand il est sorti, ça m'a particulièrement touché parce que dans son vécu, je voyais aussi des militants qui sont autour de moi, qui sont aussi bénévoles, par exemple au Secours populaire et qui vivent aussi la pauvreté. C'est une réalité palpable. Donc Mais finalement, les plus précaires arrivent à aider les encore plus c'est précaires. ça. Il y a vraiment une générosité dans les gens les plus précaires mais clairement, c'est pas l'extrême droite qui va toujours contre les augmentations de salaire qui va résoudre ce problème. Et je pense pas que le problème soit les gens qui fuient la guerre, qui fuient la misère. Je pense pas que ce soit le problème, mais je pense pas que le Front National, qui est un parti de bourgeois, de riches, va résoudre ça. Mais je vois l'expression de la colère et nous, on essaye au Parti communiste d'avoir une proposition différente, de leur dire que on peut trouver des solutions via du service public, via des aides, via un soutien aux travailleurs, par une politique de droit du travail, via la réindustrialisation du pays, face au traité de libre-échange qui mettent en concurrence les travailleurs français aux travailleurs, par exemple, ukrainiens. C'est certainement pas celui qui fuit la guerre qui arrive en France qui est en concurrence avec le travailleur, mais bien plus l'Europe libérale qui met en concurrence le travailleur français, par exemple avec l'Ukraine. Les libéraux, la Macronie, qui portent haut et fort le fait d'intégrer au plus vite l'Ukraine dans l'Europe, alors qu'en Ukraine, le salaire minimum est à 200 euros. Et c'est bien plus le travailleur français qui est mis en concurrence avec le travailleur ukrainien que le travailleur français avec celui qui fuit la guerre et qui est émigré, parce qu'il pèse pas grand-chose. Et il est là le problème, c'est pas dans celui qui n'a pas de religion, c'est pas celui qui a des origines, qui fuit la guerre, la misère, le réchauffement climatique. C'est clairement le capitalisme qu'on laisse faire et ces grandes fortunes qui s'enrichissent, quoi. Alors, sur l'Ukraine, c'est vrai qu'il y a une inquiétude aussi des agriculteurs. On les a beaucoup entendus. On les entend encore peut-être un petit peu moins dans les médias, mais ils sont toujours en colère et en lutte. On en dira un petit mot tout à l'heure. Là aussi, j'allais dire, cette extension de l'Europe, est-ce qu'il faut aller plus loin dans l'extension de l'Europe ou est-ce que l'Europe à 27, finalement, c'est très bien ? Ah nous, on a été clair, on est contre l'extension de l'Europe parce qu'à chaque coup, on ajoute des pays dans lesquels les conditions de salaire sont vraiment... Il y a un grand écart, quoi. Quand on parle de 200 euros le salaire ukrainien, le minimum ukrainien, il y a quand même un grand écart qui, bien que l'Europe défend le fait que oui, il va falloir remonter le salaire ukrainien, il va falloir avancer, mais le salaire français, le minimum français est déjà pas suffisant parce que les Français sont dans une situation de grande pauvreté. Alors si nous, on doit faire des augmentations de salaire et qu'en plus, on va mettre nos travailleurs en concurrence avec des travailleurs ukrainiens qui, même si on augmente le salaire, on sera bien loin du salaire minimum français, ça me paraît être une très mauvaise idée et ça va amener à toujours plus de dumping social, de désindustrialisation de notre pays. Et ça va être catastrophique socialement. Alors on entend Emmanuel Macron qui s'exprime beaucoup sur la réindustrialisation pour le coup du pays et le fait d'avoir une... Alors il a parlé d'une Europe forte, le mot France n'a pas été tellement prononcé, mais d'une Europe forte. Est-ce que cette Europe, elle peut être forte à travers le fédéralisme ou à travers les nations ? Nous, Parti communiste, on parle de reprendre la main sur l'Europe, c'est reprendre le contrôle sur des décisions qui sont prises loin des Français. Et on pense aussi que ça passe par le fait de ramener la décision en France. Et il y a une volonté de reprendre le contrôle. Par exemple, quand Fabien Gay et les élus communistes au Sénat font dans leur niche parlementaire en sorte que l'on débatte le CETA, qui n'aurait pas été débattu à l'Assemblée nationale sinon, ils font en sorte de reprendre la main sur des logiques libérales de libre-échange qui mettent en concurrence par exemple, nos agriculteurs avec les agriculteurs ukrainiens. Et par exemple, nous, on a rencontré dernièrement à l'Octudie, quand Léon Desfontaines et Fabien Roussel sont venus, on a rencontré les pêcheurs et ils nous parlaient des poissons d'Amérique latine qui sont mis en concurrence et qui sont bien moins chers que les poissons pêchés localement, alors qu'il y a beaucoup moins de contrôle sur la qualité. Les normes sanitaires ne sont pas les mêmes. C'est pas du tout les mêmes, mais au niveau santé publique, il y a un réel problème. Et il faut réellement sortir de cette logique de concurrence, de mise en concurrence, parce que sinon, nous, on y était pour défendre la pêche, parce qu'on considère qu'il faut de la pêche locale pour alimenter les Bretons et les Français. Et pour ça, il faut lutter contre ces traités de libre-échange, redonner la main aux pêcheurs sur la production localement,
et sortir de cette logique où c'est moins cher de faire importer du poisson de l'autre côté du monde que d'utiliser le poisson local, quoi. Avec un bilan carbone sans doute assez déplorable. Il faut bien le dire, il faut l'acheminer, ce poisson. Ça, c'est du poisson au pétrole. Il y a aussi le monde économique. Aujourd'hui, on parle d'une économie ouverte dans un contexte géopolitique qui évolue beaucoup. Le président chinois était en visite il y a quelques jours en France. Il fait sa tournée européenne, Xi Jinping. On en dira un petit mot aussi tout à l'heure. On voit finalement que l'Europe doit s'ouvrir au monde économique. Elle sait le faire, mais au détriment peut-être d'une Europe sociale. Est-ce que vous êtes, j'allais presque dire, un peu déçu de voir le monde économique supplanter l'Europe sociale qui pourrait être construite? Après ça, l'Europe, ça a toujours été le cas, hein. L'Europe, c'est une Europe ultralibérale. C'est une Europe qui défend toujours le monde économique avec les lobbies qui sont omniprésents. C'est une Europe de la casse des services publics. Par exemple, on peut prendre l'énergie avec en France. Alors on allait y venir, mais... le marché européen de l'énergie où on se retrouve à vendre l'énergie qu'on produit en France pour qu'elle nous le soit revendue aux usagers bien plus cher. On peut penser qui n'arrivent pas à payer d'ailleurs pour certains d'entre eux leurs factures. Ça, on peut penser aussi aux frais de ferroviaire qu'on est en train de démanteler. L'Europe qui nous pousserait à mettre d'énormes camions qui détruiraient nos routes, c'est une Europe qui est totalement déconnectée de la réalité et qui est totalement au service du monde économique. Et on le voit, ça amène à la destruction de nos services publics qui sont pourtant essentiels. Et évidemment, c'est les populations les plus précaires, ce sont les populations les plus rurales qui sont touchées par cet abandon du service public, cet abandon de la politique sociale. Et c'est vraiment un désastre, cette Europe. L'Europe économique, est-ce qu'elle pourrait fonctionner finalement s'il y avait une forme de solidarité? Vous parliez tout à l'heure des salaires des grands patrons. Est-ce qu'aujourd'hui il faut créer une forme, allez, j'allais dire d'effort national ou européen de ces grandes entreprises pour finalement financer qui les services publics, qui les services sociaux aussi, on pense à l'hôpital. Oui, ça c'est... S'il y a bien un sujet sur lequel l'Europe peut être utile, c'est lutter contre ce monde de la finance et reprendre la main sur cet argent. Et en faisant payer des impôts à tous ceux qui cherchent à fuir l'impôt, pour lutter contre les paradis fiscaux, par exemple. Si l'Europe peut servir à quelque chose, c'est bien ça, quoi. Alors, le Parti communiste est engagé dans ce combat avec une liste européenne conduite par Léon Desfontaines, liste européenne qui met en fait en avant le combat social, hein, on en a beaucoup parlé, mais aussi le combat pour les territoires, parce que vous parliez tout à l'heure de services publics. Il est vrai que aujourd'hui la Poste disparaît, des services publics sur les territoires ruraux, mais aussi dans les villes. La santé qui est un véritable enjeu aujourd'hui en France. On a un hôpital malade. Oui, ça, on le voit avec la fermeture des maternités un peu partout en Bretagne. Ça a des conséquences réelles et le gouvernement qui parle de faire des économies sur le service public alors qu'on ferme des maternités. Et par exemple, on prend juste l'exemple des maternités. Il faut savoir que ça a des conséquences réelles sur la mortalité infantile, le fait de fermer des maternités, parce que plus les gens vont devoir aller loin pour accoucher, plus il y a un risque pour l'enfant et c'est toujours un désastre. Et c'est ça les conséquences réelles dans la vie des gens de cette destruction du service public. Alors le service public et puis aussi, alors là encore les territoires et on va parler aussi de quelques questions de sécurité parce qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui de l'insécurité sur les territoires, souvent liée au trafic de drogue, hein, on le voit ici aussi en Bretagne. On a longtemps cru ou en tout cas vérifié que la sécurité c'était pas forcément l'apanage de la gauche, on laissait ça un petit peu à la droite. Est-ce qu'il faut reprendre la main sur ces questions de sécurité aujourd'hui? Ah oui, ça c'est clair, hein, et je pense qu'il y a un réel problème au niveau de la sécurité. Après, il y a une part évidente. On sait que l'insécurité est très liée à la misère aussi. Si les gens sont dans une grande pauvreté, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit la sécurité absolue, quoi. Si les gens ont besoin de voler pour se nourrir, il y a un moment, il y a aussi une réalité palpable. On le voit avec les jeunes souvent qui tombent dans le trafic de drogue, finalement pour faire de l'argent, pour vivre. C'est ça. Et aussi à côté, il y a aussi un abandon comme tous les services publics, de la police. On le voit, il y a un laisser-faire, une baisse dans la qualité de la formation, une baisse des salaires et des conditions de travail qui sont pas dans l'idéal, hein, c'est clair.
Avec aussi des faits divers qui nous rappellent qu'il y a de la violence dans notre société. Souvent, les jeunes sont liés à ces faits divers. Là aussi, il ne s'agit pas de juger ce matin. Il y a des enquêtes en cours dans plusieurs affaires, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a une grande violence chez la jeunesse. Bon, alors peut-être exacerbée par les réseaux sociaux. Là, il faudrait que les sociologues se penchent sur la question. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est une question aussi prioritaire, la question de l'éducation, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Il y a l'éducation à l'école, mais il y a aussi ce qu'on a un petit peu oublié, c'est l'éducation populaire. Oui, clairement, après nous, c'est pour ça qu'on est là, hein, les jeunes communistes, le mouvement des jeunes communistes, on est mobilisés sur ces sujets. Notre objectif, on a comme slogan organise ta colère, parce que c'est ça aussi, hein, on pense que si on veut vraiment changer le monde, faire la révolution, bah, ça passe par un apprentissage théorique, une connaissance du monde, du fonctionnement et des gestes militants qui permettent de former l'esprit aussi. Et c'est tout le travail que fait aussi les jeunes communistes dans le Finistère et partout en France. C'est une forme de régulation aussi de la jeunesse. Alors quand je dis régulation, je mets les guillemets qui s'imposent, mais de régulation aussi de la jeunesse pour éviter peut-être les accès de violence. Oui, je pense. Après, je pense que la jeunesse s'exprime aussi, hein, il faut pas. Je pense que beaucoup seraient tentés de faire taire la jeunesse au plus rapidement possible, dès qu'elle s'exprime, à considérer qu'elle est trop violente. Mais la société est particulièrement violente aussi envers cette jeunesse. Je pense qu'il faut aussi que cette colère s'exprime et il faut l'entendre aussi parce que malheureusement les jeunes vont être très très peu à aller voter ce 9 juin. Et je pense que la solution, c'est pas de faire taire les jeunes dès qu'ils s'expriment et de leur dire oui, vous êtes trop en colère. Il faut entendre cette colère et faire en sorte qu'elle s'exprime dans les urnes. Voilà, la comprendre aussi, sans doute. Aujourd'hui, les jeunes désertent un peu les urnes, hein, vous le disiez à l'instant, Tarande-Marek. Pourtant, ils s'engagent sur beaucoup de causes, sur l'environnement, s'engagent en politique, hein, vous en êtes un exemple. Est-ce qu'il y a un retour d'une forme de politisation de la jeunesse ? Oui, je pense que le problème, c'est pas la politisation ou la dépolitisation. Je pense que la jeunesse est consciente de ce qu'elle vit, de la réalité dans laquelle elle vit. Après, c'est une jeunesse qui voit aussi un conflit intergénérationnel, qui voit qu'elle n'est pas forcément entendue, qui a envie de s'exprimer, de se faire entendre, moi, je vois à gauche qui est en colère contre cette gauche qui a déçu, qui porte une politique néolibérale. Je crois on le voit avec Glucksmann comme candidat. On se pose la question, est-ce que Glucksmann est de gauche ? Ça a été un soutien il a été conseiller du président géorgien qui a mené une politique néolibérale destructrice pour l'emploi et les conditions de travail. Il a été soutien de Sarkozy. Il a porté dans ses élections un discours va-t-en-guerre qui parle d'économie de guerre. Et on sait très bien l'économie de guerre, ce que c'est. C'est une baisse des salaires, c'est plus de pauvreté, c'est les conditions de travail détruites. Et c'est cette vision de la gauche ultralibérale, ultracapitaliste. On peut se poser la question, est-ce qu'ils sont de gauche qui actuellement, et je vois les jeunes qui sont en colère face à ça, face à cette politique destructrice. Et on voit clairement que des personnalités comme Glucksmann, qui sont des anti-Jaurès, des va-t-en-guerre ultralibérales, qui mettent en colère aussi la jeunesse. Raphaël Glucksmann a été chahuté. Le 1er mai, il devait participer à un défilé du 1er mai à Saint-Étienne. Il a accusé LFI de lui avoir balancé de la peinture et de l'avoir obligé finalement à ne pas aller au défilé. Il a dû être exfiltré. Et puis finalement, au fil du temps, ce sont les jeunes communistes qui ont été pointés du doigt. J'aurais voulu vous entendre là-dessus. Déjà, notre responsable du Parti communiste, Fabien Roussel, et notre candidat Léon Desfontaines ont exprimé leur condamnation parce que ce ne sont pas nos méthodes et ce n'est pas la façon dont on milite habituellement. Mais il faut aussi entendre la colère des jeunes quand elle s'exprime. Et moi, j'ai vu les extraits vidéo et on voit très clairement que c'est un groupe qui est mixte. Hein. Il y a certes des jeunes communistes, il y a des insoumis, mais aussi des gens divers. Et aussi cette colère contre cette gauche néolibérale qui trahit, qui va encore trahir. Et on voit très bien ce qui arrive et qui sont en tête dans les sondages parce que les médias les soutiennent. Et moi, je comprends cette colère. Je ne serais pas aussi
pressés de condamner. Et j'ai envie de dire, donnons-leur le micro, demandons-leur de s'exprimer de pourquoi ils ont fait ça. Et quand on voit que les jeunes vont déserter cette élection, au contraire, il faut faire en sorte d'écouter cette jeunesse et de leur demander pourquoi, qu'est-ce que sont leurs revendications, parce que sinon on arrivera à avoir aucun jeune à aller voter ce 9 juin. Alors, avec aussi des conséquences peut-être à moyen et long terme, on aura bientôt, après la séquence européenne, des élections municipales. On voit, ça se prépare déjà, politiquement parlant. Et puis après, il y aura l'échéance présidentielle en 2027. Est-ce que ça va être facile alors j'avais presque dire reconstituer, si tant est qu'elle ait un petit peu volé en éclats ces derniers temps, l'union de la gauche, à savoir la NUPES ou quelque chose d'équivalent, après ces élections européennes qui auront quand même abîmé cette union de la gauche. Oui, je pense après, c'est sûr que ça va être compliqué. On voit que le PS a choisi une voie très libérale, aller chercher les voix des macronistes. C'est vrai que ça va être compliqué de trouver un programme commun avec eux. Après, je pense qu'au moment venu, on se mettra autour de la table et ça a été le cas des dernières municipales. On se rappelle que les dernières municipales n'étaient pas si loin de l'époque Hollande et c'est vrai qu'on avait dû se mettre autour de la table pour dialoguer et trouver une solution. C'est plus facile au niveau local, par exemple autour d'élections municipales, qu'au niveau national, pour se mettre d'accord? C'est jamais facile. Je pense qu'il y a beaucoup de colère, beaucoup de désaccords, mais je pense qu'il y a une réalité qui est palpable que quand la droite arrive au pouvoir, c'est une destruction des services publics qui est telle qu'il va falloir se mettre d'accord pour trouver une solution et minimiser un maximum les dégâts et empêcher cette destruction. On le voit dans le Finistère où le département est passé à droite. C'est une destruction des services publics, de tout ce qui est l'action sociale dans le Finistère, c'est des économies en veux-tu, en voilà. Et à la fin, c'est les plus précaires qui trinquent, quoi. Et moi, je le vois à Brest, toutes les associations qui ont perdu leur financement depuis que le département est passé à droite. C'est une réelle catastrophe. C'est pour ça que les forces de gauche vont devoir dialoguer pour essayer de garder un maximum de collectivités à gauche pour porter ce discours social actuellement, alors que la misère est en train de gagner du terrain en France. Et le monde associatif est présent sur le terrain, remplace finalement, alors remplace, je mets là encore des guillemets, mais quelque part l'État, en tout cas, pallie aux difficultés réelles des personnes les plus précaires sur le terrain, mais aussi au niveau de la culture, au niveau de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a une inquiétude justement sur le financement des associations aujourd'hui ? Oui, mais il y a une inquiétude à la fois au niveau capacité des collectivités de financer, mais aussi une inquiétude sur comment ça va fonctionner. On peut prendre même d'autres exemples sur d'autres inquiétudes que l'aspect social, mais je vois par exemple quand le préfet du Finistère coupe les subventions de radios brestoises comme Radio U parce que ils ont fait des interviews de militants du squat de l'avenir. C'est particulièrement inquiétant sur la liberté d'expression. Et aussi tout ce mélange entre précarisation et financement qui sont inquiétants. Alors, le squat de l'avenir, c'est juste pour situer pour nos auditeurs qui sont peut-être lointains et qui ne connaissent pas la situation. C'est en fait un squat dans la ville de Brest, squat qui a été détruit depuis. Oui, c'était un squat qui était un terrain qui était municipal où ils avaient construit une salle où, pour diverses raisons d'absence de dialogue et de sécurité au niveau infrastructure, qui avait dû être rasée. Et du coup, c'était un lieu où culturellement il se passait des choses à Brest. Et là, il y avait eu du coup les radios locales qui avaient fait des émissions avec eux, par exemple, et qui s'étaient retrouvés mis en cause par le préfet qui avait coupé les subventions. C'est quelque chose d'extrêmement inquiétant, quoi. C'est cette logique politique qu'on voit un peu partout en France. C'est à la fois les coupes de subventions, moi, ce qui m'a aussi inquiété dernièrement, c'est ce syndicaliste à Brest, Olivier Cuzon, qui a été porté plainte par Darmanin parce qu'il avait mis en cause les forces de l'ordre dans les discriminations qu'on pouvait y retrouver. C'est des choses qui avaient été déjà mises en avant par de nombreux médias, et voir un syndicaliste mis en cause comme ça, qui est attaqué par un ministre, c'est particulièrement inquiétant sur l'avenir de la liberté d'expression dans notre pays, et surtout un syndicaliste qui a un rôle politique
et arriver directement sur des coupes de subventions, des attaques en diffamation ou des procès en veux-tu en voilà, c'est réellement inquiétant sur la liberté d'expression. Et en même temps que ça, on voit clairement que le gouvernement ne fait rien face à l'extrême droite. Moi, je vois dans le Finistère avec ces nostalgiques de la BZN-Pérotte, du PNB qui circulent et qui tractent dans les rues, qui portent des discours racistes et haineux, qui se font pas du tout inquiéter, alors qu'un syndicaliste à côté va se prendre un procès directement pour quelques mots. Selon vous, il y a 2 poids 2 mesures? Ah oui, il y a clairement 2 poids 2 mesures. Il y a une extrême droite qui est violente, des groupuscules qui sont particulièrement dangereux pour la sécurité des Français, qui portent des discours de haine assumés, qui portent des discours antisémites assumés, qui sont partout dans les rues et on les laisse faire, alors qu'à côté de ça, si un syndicaliste a le malheur de s'exprimer et de poser la question des discours racistes dans la police, il se fait directement attaquer directement par le ministre, quoi. Il y a 2 poids 2 mesures, clairement. Donc une inquiétude sur la liberté d'expression, la liberté syndicale également. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on change de paradigme et qu'on arrive à renouer le dialogue finalement avec un État que souvent les citoyens considèrent comme lointain? Là, c'est compliqué. Hein. On n'a jamais eu un État qui a été aussi proche de la bourgeoisie, aussi loin du peuple. Ça, c'est clair. C'est un État des grandes fortunes avec des ministres tous millionnaires. C'est une réalité qui est très lointaine. Hein. Je pense que ça va être compliqué, mais ça passe aussi par les luttes, par l'engagement, par le monde associatif, le militantisme, les petites radios locales qui sont pas possédées par de grands milliardaires. Alors Bretagne 5 n'est pas possédé par un milliardaire, hein, je le dis tout de suite, et je crois que c'est le cas de l'ensemble des confrères, en tout cas des radios locales consoeurs. Et ça passe par ce travail de terrain, de faire en sorte de fournir une information différente de celle que des grandes fortunes nous voudraient nous fournir, de tout ce travail qui est fait par nos militants chaque jour sur le terrain, de rencontrer les gens pour leur parler, que ce soit par nos événements. On a fait des débats comme dans le Pays Bigoudin, comme à Brest, où on cherche à rencontrer les gens, à faire du débat, à produire de l'information locale pour contrer cette information qui est contrôlée par de grandes fortunes. Comment ça se passe la campagne sur le terrain? Quel est l'accueil? L'accueil est plutôt positif. Après, c'est vrai qu'on voit très clairement le désintéressement. Hein. C'est une élection qui a été un peu cachée dans les médias, qui est très discrète, qui est mise un peu de côté. Du coup, les gens se désintéressent. Ils voient aussi clairement que l'Europe, c'est pas l'endroit où les grandes décisions se prennent, que on a très peu de prise en fait sur l'Europe et malheureusement, c'est particulièrement compliqué. On voit ce désintéressement dans la population. Mais nous communistes, on voit clairement que à la fois qu'il y a aussi une demande sociale qui est extrêmement forte, qu'il y a une demande pour de réelles propositions sociales. Il y a une demande de reprendre la main sur ce monde ultralibéral. Il y a une demande de services publics et je pense que quand on parle aux gens de ces demandes-là, ils sont prêts à nous écouter. Et moi, je le vois on a été sur le terrain avec les jeunes communistes dernièrement. On a parlé aussi d'écologie et il y a une demande sur ce sujet-là. Et je pense que si on s'adresse à ces demandes sur le pouvoir d'achat, par exemple, aux Français, ils sont prêts à écouter, quoi. Le tout, c'est de faire en sorte de parler de ce qui les intéresse. Il nous reste une poignée de secondes. Je voulais juste vous entendre sur un constat. La Bretagne a toujours été quand même plutôt pro-européenne aux différentes échéances électorales concernant l'Europe. Et pourtant, elle vit le phénomène de la montée, là encore, de l'extrême droite, ce qui était quand même très éloigné de la Bretagne. En un mot, il nous reste 40 secondes en un mot. Est-ce que pour vous c'est corrélé, ce côté européen, ce côté montée de l'extrême droite? Je pense que c'est une perte du contrôle en fait qui est remarquée. C'est pour ça qu'il y a une colère qui s'exprime. Hein. C'est cette politique ultralibérale qui a le contrôle sur l'Europe, le capitalisme, les grandes fortunes. Et en Bretagne, c'est pareil. Hein. Il y a quelques grandes fortunes qui ont pas mal de poids. Et c'est dans cette logique ultralibérale. C'est pour ça qu'il y a une montée de la colère et que l'extrême droite prend la main. C'est là-dessus que l'on va se quitter. Tarande Marek, secrétaire fédéral des jeunesses communistes du Finistère, conseiller municipal délégué à la langue bretonne à Brest. On n'a pas eu le temps de parler de la langue bretonne, mais vous êtes un fervent défenseur. Vous reviendrez pour en dire un mot. Plaisir. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée. Belle journée à vous aussi. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.